Mais quand on arrive ici, Julie, on est saisi parce que c'est grand, parce que ça ne ressemble à rien de ce que l'on connaît. Moi, j'étais jamais venu avant, j'étais comme tout le monde. J'avais sans doute quelques idées reçues, quelques clichés en tête. Et puis, je suis parti à la découverte de cette jungle et des humains qui l'habitent avec Stéphane Duval. Stéphane Duval, c'est le directeur du centre Jules Ferry qui accueille, soigne et nourrit ces migrants. Je peux vous dire qu'il y a quelques mois ici, il y avait rien. On était dans une zone de dunes. Il n'y avait aucune de ces maisons, de ces baraques là. Il n'y avait rien du tout. Tout s'est organisé avec des commerces, des réparateurs de vélos. Voilà. Vous parlez un petit peu français? Non? Anglais? Anglais? English? Afghanistan. Bonjour. Vous parlez français? Where do you come from? I come from Sudan. As you see, it's very tough. Je viens du Soudan. Je suis là depuis 6 mois. Il fait très froid ici. C'est dur, il y a trop de monde. Et par exemple, pour les douches, il faut se bagarrer. Si tu ne te bats pas, tu peux passer des mois sans te doucher. Pour tenir, moi, je garde le sourire. Je crois qu'il faut sourire pour s'en sortir. Yes, you have nothing to do, just to smile. Les plus anciens sont là depuis combien de temps? Alors les plus anciens sont là, enfin nous on y est depuis 1 an, les plus anciens sont là depuis 1 an. Mais globalement, les premiers qui se sont installés dans la zone ici sont les Soudanais. Après, au fur et à mesure, selon les nationalités. C'est structuré par quartier en quelque sorte? Oui, c'est ça, c'est par quartier, il y a des rues, il y a des magasins, il y a une rue principale. Là, on est devant un panneau, je vois marqué École du Darfour, School of Darfour. C'est un des multiples lieux qui sont implantés sur le camp, enfin sur la jungle. Il y a vraiment de tout. En même temps, je vais vous donner mon impression. On a le sentiment qu'on est presque dans une zone de guerre ou une zone de catastrophe naturelle ici. Après un séisme, on n'a pas l'habitude de voir ça en France. Ah, ça c'est clair que c'est le seul en France. Voilà, c'est le seul. Il y a 1 an, je vous dis, on avait 350 repas distribués. Aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a quelques semaines, on était à 2800 repas quotidiens. Plus ceux des femmes, on était à 3000 repas par jour. Là, on a le CAP. Donc le CAP, c'est le centre d'accueil provisoire, c'est ce qui a été ouvert au début janvier. C'est la zone qui va permettre de mettre à l'abri 1500 personnes. On peut rentrer, si vous voulez, dans la station d'enregistrement. Enregistrer, ça veut dire quoi? On leur demande pas de papier d'identité. Ils nous donnent une identité. Alors, on va expliquer à monsieur les règles de fonctionnement après l'intégration au CAP. À savoir, interdiction de fumer dans les containers. Pas de bagarre au niveau des containers, évidemment. Est-ce que monsieur est d'accord avec tout ça? Oui. Vous venez d'où? Afghan. Et comment vous êtes arrivé en France, vous? Il a réglé son papier jusqu'à Turquie, après est passé par Grèce, Autriche, Allemagne, Paris, c'est tout. C'est un voyage qui vous a coûté combien? 5 000 $ à peu près. Là, on voit passer un petit bonhomme sur un vélo, là. C'est pas sa place ici, quand même, non? Non, c'est sûr, c'est pas sa place. Mais moi, je crois qu'on s'est pris de plein fouet cette situation. Alors, on aurait pu, bien sûr, des tas de gens vont vous dire, mais on l'avait prévu, c'était prévisible. Il n'y a rien de prévisible ici sur l'évolution de la situation. Stéphane, là, il y a quand même une image qui est assez saisissante. C'est-à-dire qu'on a à droite ce qui ressemble à des bidonvilles, de la boue. À gauche, un grillage et des petits pavillons. Comment se passe la cohabitation? D'un côté, vous avez effectivement des gens qui ont vu leur situation se dégrader d'un seul coup et aujourd'hui, c'est tout leur monde qui s'écroule. Et de l'autre côté, vous avez 2, 3, 4 000 personnes qui sont là et qui sont dans le désœuvrement complet aussi. Je crois que c'est deux situations qui se heurtent. J'allais presque dire 2 situations de désarroi qui se heurtent à un moment donné. Je voulais savoir, là, vous êtes de l'autre côté de ce grillage. Oui. Votre maison donne sur la jungle. Oui. Comment vous vivez tout ça? C'est assez angoissant. C'est assez angoissant parce que au moins 3-4 fois par semaine, on entend l'assaut des migrants sur les CRS. On a les fumigènes parce que le vent, il nous amène le vent chez nous. Et toujours, on se demande ce qui va se passer. Et puis en dehors de ça, on est enfumé parce qu'ils font tout le temps du feu ou ils brûlent leurs tentes parce qu'ils se battent. Sinon, individuellement, quand on en reparle, ils sont gentils.
il n'y a pas de problème. C'est surtout quand ils sont en masse et que tout d'un coup ils s'énervent, c'est angoissant. Ça arrive fréquemment ? Je vous dis au moins 4 fois par semaine. Hein. Donc là, on est quel jour ? On est mercredi. Bon, c'est mercredi, les camions vont commencer à être très nombreux, il va y avoir des bouchons. Donc c'est là où ils risquent de se mettre à attaquer la rocade ou le tunnel. Pour essayer d'aller en Angleterre. Voilà. Là, ils sont en train d'installer les petites maisons. Ouais. Il y a un sujet qui a l'air tabou quand on parle avec les migrants qui sont ici, c'est les passeurs. Ça leur fait peur. Visiblement, il y en a quand même dans le camp. Mais évidemment. Comment ça s'organise, entre guillemets, ça ? La question des passeurs est vraiment une question épineuse et c'est difficile à aborder puisqu'ils sont un peu partout, on va dire. Voilà, dans certains quartiers, dans certaines villes, il y a des choses qui se mettent en place, des mafias, etc. Mais ici, c'est le même principe. Et vous arrivez à les identifier, les passeurs ? Non, globalement, de toute façon, les passeurs vont pas venir ici directement. Ils vont envoyer leurs petites mains pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais voilà, nous, c'est difficile à repérer. You ready? Vous voulez entendre les gens de Darfour chanter? On va chanter pour toute la France. Toute la France. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice. Quand vous enlevez votre costume de responsable ici, humainement, L'humain, il est... Moi, quand j'enlève mon blouson et que je rentre chez moi le soir, j'ai du mal à décrocher. C'est un lieu violent. Ce que vous voyez, de toute façon, est violent. Je veux dire, c'est violent pour nous. Voir des enfants, des femmes vivre dans des conditions difficiles comme celle-ci, c'est une forme de violence. C'est vrai que c'est difficile. On ne peut pas travailler quotidiennement ici sans forcément avoir envie de faire avancer les choses et faire en sorte que ce soit le plus humain possible. voilà, c'est ça, la jungle, de la vie, de la musique, de la violence, des cris, un peu d'angoisse aussi. Le soir notamment, quand on ne voit plus rien, tout est plongé dans le noir. Voilà donc un peu du quotidien de cette jungle de Calais, plongée réalisée avec Patrice Thomas, Victor de Rinxin et Thomas Roussel.